l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un autre top 6 annuel. Donc depuis plusieurs mois déjà, je fais l'exercice, donc je reprends chacune des années et je regarde dans les jeux que j'ai joués, lesquels sont mes 6 favoris. Bien entendu, je n'ai pas joué à tous les jeux et je prends toujours un malin plaisir à pouvoir citer quelques jeux supplémentaires. Des fois, c'est des jeux que j'ai pas nécessairement joués, que j'aurais possiblement aimé, ou d'autres qui n'ont pas fait le top, puis j'explique un peu leurs raisons. Et là, on est rendu en 2017. Donc, dans 2017, j'ai regardé, là, je commençais à être un peu plus actif avec les jeux. J'ai joué à énormément de jeux de cette année-là. Je pense un peu plus d'une soixantaine de ce que j'ai regardé. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile de faire le top. On va y aller immédiatement avec mes 3 mentions honorables, donc des jeux que je n'ai pas joués, mais qui auraient potentiellement pu faire mon top. Je vais commencer avec le 7e continent. Et là, celui-là, je sais même pas si au final j'aurais le goût de m'investir dans ce jeu-là. J'ai entendu des bons commentaires, j'ai entendu des moins bons commentaires. Chose sûre, c'est un jeu qui demande un bon investissement de temps. Le concept d'exploration est quand même très bien pensé. Comme je dis, des fois, il faut faire des choix. Je dirais pas non d'essayer, mais je pense pas que je me lancerai dans la grande aventure. Un autre jeu qui, lui, aurait probablement fait le top de plusieurs personnes, mais je n'y ai pas joué, c'est le jeu Gaia Project. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se trouve être la version 2.0 de Terra Mystica, un jeu qui a été très populaire. Gaia Project reprend les mêmes concepts, mais les améliore et fait en sorte que c'est un jeu qui est juste meilleur, selon les dires des gens, parce que moi, je n'y ai pas joué. Un autre jeu qui aurait potentiellement pu faire mon top, mais que je n'ai pas joué, est le jeu Spirit Island, un jeu coopératif très difficile de ce que j'ai entendu dire. Chose sûre, j'aime beaucoup les bons challenges. C'est un jeu qui peut jouer également en solo, qui est un peu plus lourd, je dirais, qui est un peu plus... qui pardonne pas beaucoup, mais ça reste un concept que je dirais pas non d'essayer un moment donné. Mais on va y aller immédiatement avec le top 6 de mes jeux favoris de 2017. Numéro 6. Je commence mon numéro 6 avec un jeu qui, je sais pas si dans les années à venir, il va pouvoir rester là. Ça a été un jeu qui a eu un gros boom, mais qu'après ça, je pense que je me suis tanné, mais force est d'admettre que c'est quand même un bon jeu. C'est le jeu Azul. Donc, Azul a fait l'effet d'une brique dans le monde ludique. Les gens en ont parlé. Il y a eu un gros buzz qui s'est fait autour de ce petit jeu-là. Je l'ai joué énormément. Les gens autour de moi l'ont beaucoup apprécié, en redemandaient, voulaient jouer à Azul, mais comme beaucoup de jeux des fois auxquels on pogne un buzz un peu trop vite, j'ai fini par me tanner un peu de jouer à ce jeu-là. Faut dire que j'ai joué plus d'une trentaine de parties dans un espace assez rapproché. Je pense que n'importe quel jeu qui passerait là-dedans ou presque aurait de la misère, mais je peux reconnaître que Azul a vraiment quelque chose. C'est la simplicité. Ça reste un jeu abstrait, on va devoir prendre les petites tuiles, le matériel, prendre les tuiles dans le sac est incroyablement satisfaisant. Des grosses tuiles épaisses, lourdes. Les gens qui ont joué au jeu, qui ont mis la main dans le sac, savent le feeling que c'est. Un beau matériel comme ça. Ça reste un bon petit puzzle sympathique. C'est certain que, bon, si on y joue trop, on va finir par se tanner. Mais je dois dire que ça reste quand même un bon jeu et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 6. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un jeu qui, si le thème aurait été les jeux les plus laids de 2017, mais qui sont bons, aurait probablement été le premier. Le jeu, c'est Ethnos. Oui, Ethnos a de l'air de pas grand-chose quand on le regarde sur la table. On voit des images, c'est un jeu qui a de l'air pas très accueillant, mais c'est un jeu absolument incroyable. Donc, il va y avoir une portion de contrôle de territoire, mais tout va être fait avec un système de jeu de cartes de différents clans, si on veut, qu'on va jouer, un système de couleurs, un système de, justement, avec les différentes races, qui vont avoir différents pouvoirs pour placer, faire une présence sur le plateau de jeu. Ça reste un jeu qui est tellement meilleur que ce qu'il y a de l'air. C'est vraiment un bon jeu. Et le jeu se joue avec un grand nombre de joueurs. Je pense qu'il joue à 5 ou même à 6. Faudrait que je vérifie. Mais c'est un jeu qui, peu importe le nombre de joueurs, se joue très rapidement. Donc, les parties sont en ligne. Donc, au départ, ça prend un peu de temps, mais après ça devient très rapide. On pige des cartes ou on en joue. On va jouer comme ça. Et je trouve que le jeu a un tempo absolument incroyable. Donc, si vous êtes arrêté à ce jeu-là, Ethnos, en vous disant ça n'a pas l'air de grand-chose, mais dites-vous qu'en arrière de cette boîte-là se cache un jeu qui est vraiment super et je vous le conseille. Numéro 4. En 4e place, on retrouve un jeu qui... C'est pas un jeu que je vais jouer souvent, mais ce jeu-là est incroyable dans son créneau. C'est le jeu My Little Sight. Pour ceux-là qui connaissent Sight, un gros jeu de gestion, quand même assez apprécié de la plupart d'entre nous, My Little Sight se trouve être une version un peu plus simplifiée,
mais qui, malgré son air un peu enfantin, avec des petits animaux, des choses comme ça, renferme un jeu de stratégie qui est vraiment très bon. Et là, ce que ce jeu-là réussit à faire, c'est de faire avancer. Je dirais que quand on peut jouer avec des enfants, moi je joue avec ma fille de 7 ans, et ma fille a rapidement compris, à cause, le plateau est tellement large, bien disposé, tous les éléments sont très bien placés, et c'est la somme de plein de petites choses qui devraient être beaucoup trop compliquées, souvent pour un enfant en bas âge, va réussir à comprendre parce que c'est tellement clair, c'est tellement bien amené. Le jeu fait jouer à un jeu de stratégie, un vrai bon jeu de stratégie, qui, malgré ses airs enfantins, garde vraiment de quoi qui est jouable, autant que les joueurs que les moins joueurs. Ça reste très, très visuellement très, très beau avec les petits animaux, les choses comme ça. Ma fille adore le thème puis toutes ces choses-là, mais se cache en réalité un jeu qui est vraiment une coche au-dessus de ce qui est habitué à jouer, puis elle s'en rend même pas compte à cause que la présentation est tellement homogène, tellement bien faite, que ce jeu-là réussit à passer partout. My Little Sight, un super bon jeu. Numéro 3. En troisième place se retrouve un peu, je dirais que le jeu est sorti à peu près dans les mêmes temps qu'Azul. Bon, bien entendu la même année, mais même, je dirais qu'en termes de temps, ils sont arrivés à peu près au même mois. C'est le jeu Sagrada. Sagrada a des allures un peu de Sudoku. On va placer des dés, on va avoir des conditions, on pourra pas placer un dé de la même couleur un côté de l'autre, des chiffres, des choses comme ça. Et lorsqu'on le voit, on a vraiment une petite impression comme ça. Et oui, c'est un super bon puzzle. Vous devez le savoir à la chaîne, j'aime autant des fois des jeux de stratégie que des fois des jeux qui vont me donner un bon casse-tête à réaliser. Puis Sagrada est un autre jeu que lui, j'ai joué énormément aussi, presque une quarantaine de parties, parce que les gens autour de moi l'aimaient beaucoup. C'est un des rares jeux que ma femme a vraiment, vraiment apprécié. Et je pense que on était sortis un moment donné dans un café ludique, puis elle m'a demandé de jouer à ce jeu-là en particulier, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial. Donc, Sagrada a en plus d'une belle présentation, un matériel vraiment incroyable. C'est des espèces de vitraux qu'on va faire, et là, directement en commençant la partie, on va glisser à l'intérieur de notre plateau de jeu notre carte qui va nous donner certaines restrictions par rapport à des chiffres et des couleurs à respecter. Et chaque partie se renouvelle constamment parce que les règles de pointage sont toujours différentes et il y a toujours 3 cartes. Bon, moi j'appelle les cartes de triche. C'est les cartes qui permettent de pouvoir briser un peu les règles, donc pouvoir placer un chiffre à un endroit que tu n'aurais pas le droit en théorie ou pouvoir piger 2 fois les dés. C'est un jeu de draft de dés vraiment, vraiment super. Un bon puzzle. C'est vraiment un genre de jeu dans mes cordes. Sagrada, il y a même une extension qui est sortie tout récemment que j'ai bien hâte d'essayer, et il se retrouve en numéro 3. Numéro 2. Et là, en numéro 2, ça a été assez difficile, parce que lui, mon numéro 1, je me suis posé beaucoup de questions, mais bon, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut réussir à définir certaines choses. En deuxième position, Clans of Caledonia. Clans of Caledonia est un jeu, premièrement, un gros jeu dans une petite boîte. La boîte est vraiment, vraiment petite pour un standard de type de jeu de même. C'est assez difficile de tout remplir ça, tout réussir à packer ça. On dirait qu'on fait des Legos. Ceci dit, Clans of Caledonia est un jeu de gestion économique vraiment super parce que le jeu est tellement bien pensé. Des fois, on joue à des jeux qui ont des mécanismes, qui ont un thème, des choses comme ça, mais le fait que tout soit rendu homogène là-dedans, Clans of Caledonia reste un jeu économique. Donc, on va gérer des ressources, on va devoir produire des ressources, convertir des ressources, on va avoir des contrats à réaliser, on va devoir se placer aussi sur la carte pour pouvoir essayer de contrôler certains territoires, en fait des zones, on va construire sur d'autres zones. Et il y a vraiment un paquet de petites choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre qui fait en sorte que le jeu est vraiment complet, pas si complexe que ça malgré tout, et il coule très très bien. Un excellent jeu, si jamais vous n'avez pas joué à ce jeu-là, c'est vraiment vraiment un chef-d'œuvre ludique et il se mérite la 2e place, mais c'est à cause que le numéro 1 est vraiment vraiment une grosse pointure. Numéro 1. Nous sommes rendus au numéro 1 et là ça n'a pas été facile parce que j'ai mis ce jeu-là un peu de côté. Ça fait presque 1 an que je l'ai mis de côté. J'ai joué énormément. C'est un jeu qui est absolument incroyable, mais qui demande une dédicace de temps assez importante. C'est le jeu Gloomhaven. J'ai rien de négatif à dire sur les mécanismes de Gloomhaven, l'histoire qu'on fait avancer, le concept Legacy. Moi, je suis de ceux-là qui vivent leur Legacy. J'ai déchiré les cartes, j'ai modifié le plateau de jeu parce que c'est mon Gloomhaven. Je veux transformer l'univers de ça, je veux vivre ma campagne au mieux que je peux. J'ai joué énormément pendant un certain temps, mais je dirais que le jeu demande
beaucoup de mise en place. C'est des règles qui sont assez costaudes. Un jeu absolument intelligent, un concept. Et là, les gens qui connaissent pas Gloomhaven vont dire « Ah, c'est juste un autre dungeon crawler. » Pas du tout. Encore une fois, c'est une espèce de casse-tête. Ça me fait penser un peu à Mage Knight. On va devoir gérer les cartes dans nos mains. Ça se trouve être notre timer. Si on n'a plus de cartes qu'on peut utiliser, à ce moment-là, on n'aura plus d'action. On va mourir en tant que tel. Donc, on est vraiment calculé. Donc, il n'y a pas de place de dire « Ah, ben, je vais aller errer dans ce coin-ci, faire là. » Il faut être très concis dans nos actions. Et c'est un véritable chef-d'œuvre ludique. Mais malgré tout, c'est un jeu que j'ai de la misère à sortir. Ça prend un groupe de joueurs dédiés. Je m'étais dit que j'allais jouer en solo. J'ai manque un peu de motivation de sortir ça en solo. Même si j'ai une bonne organisation de mes tuiles, des choses comme ça, ça reste que c'est un jeu qui est énormément gros et se remettre dans les règles, c'est assez cossu. Mais, par exemple, un véritable chef-d'œuvre ludique, absolument incroyable. Je sais qu'ils vont sortir un nouveau jeu de Gloomhaven qui se trouve être une version un peu plus simplifiée de ce que j'ai entendu. Les choses commencent à sortir au compte-gouttes un peu. Jetez un coup d'œil là-dessus. Si ça vous tente pas de vous embarquer dans une espèce de grosse aventure de Gloomhaven, mais ça se pourrait être une belle alternative. Je sais que des gens autour de moi ont dit que, justement, Gloomhaven, c'est un peu trop intimidant, mais que ça, ben peut-être que ça, parce que, je le répète, le concept, en gros, de Gloomhaven, les mécanismes de jeu sont absolument incroyables. Puis je pense que comme Mage Knight, qui est un jeu que je mets très haut dans mon estime, mais que j'ai finalement décidé de vendre avec le temps, c'est que ça demande vraiment un investissement. Mais quand on est dedans, c'est le temps de jouer. La preuve, Gloomhaven, j'ai joué peut-être une trentaine de parties. J'ai joué ça en répétition. Quand j'étais dedans, ça allait bien, ça coulait bien. Mais là, de me remettre dans les règles, ça va demander un petit effort supplémentaire. Mais je garde quand même ma copie. Je me dis qu'un jour, je vais passer au travers de Gloomhaven. Parce que oui, c'est possible. Je connais des gens qui ont passé à travers cette aventure-là, qui ont eu beaucoup de plaisir. C'est le fun de découvrir l'inconnu, des choses comme ça. Je pense que Gloomhaven est vraiment le total package. Donc, ça prend un investissement de temps, ça prend de l'énergie, de la motivation surtout. Mais si on a ça, Gloomhaven va briller de tous ses feux. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 de mes jeux favoris de 2017. Maintenant, il y a quelques jeux que vous vous attendiez peut-être à avoir dans le palmarès. Et j'en profite, bon, comme je vous disais, des fois pour faire mes petits choix supplémentaires. Bon, on va tricher un peu en rajoutant des choix, en expliquant d'autres jeux de 2017. Mais il y a 3 jeux qui ont pris mon attention plus particulièrement. Premièrement, Too Many Bones. Too Many Bones est un jeu que j'ai joué pas souvent. Si j'y jouerais plus souvent, ça devrait être probablement un jeu qui monterait dans mon palmarès, mais j'ai pas eu l'occasion souvent de l'essayer. J'ai joué, je pense, 1 ou 2 parties seulement. Je dirais que le jeu a beaucoup à explorer, beaucoup à découvrir. Chip Theory Games font des jeux d'une belle qualité. Comme je dis, c'est vraiment un jeu impressionnant, mais encore une fois, c'est un jeu qui est assez coûteux. S'investir dans la totale, ça devient assez dispendieux, mais c'est un jeu qui est très bon et il ne mérite pas une place dans mon top parce que justement, je n'y ai pas assez joué. Un autre jeu qui, encore une fois, un jeu que j'ai joué seulement une fois, mais ça a été une de mes expériences ludiques très fortes. Ça a été le jeu Sidereal Confluence. C'est quoi ça? C'est un gros jeu de convention, je dirais, parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de joueurs, qui est assez lourd et qui demande une interaction constante. En gros, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'est qu'on va devoir bâtir une machine avec des ressources, mais on ne pourra jamais réussir à produire ce qu'on a besoin. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est échanger avec les autres joueurs. Et là, se passe un branle-bas de combat absolument incroyable. Tout le monde debout autour de la table, à essayer de se négocier, d'échanger des cubes bleus, je veux des cubes noirs, j'ai besoin de ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui demande un gros groupe, mais ça a été une très belle expérience ludique. Et c'est pour ça que j'en fais une bonne mention. Et la dernière mention que je voulais donner était un jeu qui... Encore une fois, une expérience ludique très forte, mais j'ai pas joué souvent. C'est le jeu This War of Mine. This War of Mine est un jeu très lourd. Pas nécessairement au sens des règles, mais au sens... Le thème, ça se trouve être la guerre. Bon, c'est la guerre, mais c'est pas du côté de la guerre comme on voit souvent avec le côté militaire. C'est vraiment au civil. C'est la déchéance de certains personnages. On va devoir essayer de survivre. Et c'est vraiment un jeu de survie. C'est pas un jeu très joyeux. On va devoir constamment combattre contre la faim, contre le froid. On va devoir survivre et la plupart du temps, on va finir par justement pas réussir à faire ça. C'est un survival game, un jeu qui est très lourd de toutes ces histoires, mais l'expérience narrative a été une des expériences narratives les plus fortes que j'ai vécues. Et là, j'ai joué seulement en solo. Et je pense que ça a un petit côté, bon, livre dont vous êtes les héros, parce qu'on va constamment regarder dans un livre de scénario pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, on va voir les choix, les conséquences de nos actes, des personnages qui vont finir par déserter, qui vont perdre le goût. C'est très dark,
c'est pas pour les faibles d'esprit, les faibles de cœur aussi, parce que c'est un jeu qui est moralement très très lourd. Mais encore une fois, un véritable chef-d'œuvre côté narratif. Ça m'a fait vivre une expérience comme aucun autre jeu l'a déjà fait. Je le garde dans ma collection. Je ne sais pas si je veux vraiment sortir super souvent. Je veux le revisiter encore. Je trouve que ce jeu-là a beaucoup à apporter, mais c'est certain que ça prend le bon mood pour y jouer et c'est pour ça qu'il se mérite une mention. Donc, ça fait le tour de ma vidéo. Maintenant, vous, allez regarder un peu en 2017 lesquels jeux que vous avez joués, lesquels que vous avez appréciés. Gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires. C'est toujours agréable de pouvoir discuter avec vous parce qu'il y a tellement de jeux que, bon, oui, moi j'ai joué, mais il y a des jeux qu'on connaît moins, qui sont plus méconnus. Et là, certains, on est rendu en 2017, c'est assez récent, mais ça a été le fun de revisiter les dernières années parce que j'ai commencé, je pense, en 2007. Et là, on revisite un paquet d'années, un paquet de jeux qui avaient marqué, si on veut, leur époque. Et c'est le fun de voir que certains jeux vont toujours franchir le temps pour rester. Bon, là, c'est certain, 2017, c'est assez frais quand même. Bientôt, je vais vous montrer la 2018 et après ça, vers la fin de l'année, je devrais être bon pour pouvoir faire mon 2019. Donc, je vais fermer la boucle. Ça va être le temps de commencer peut-être quelque chose d'autre. J'avais peut-être d'autres petites idées de vidéos comme ça parce que j'aime beaucoup ça. Vous faire des tops parce que, oui, je peux vous parler de beaucoup de jeux différents, mais aussi, moi-même, je peux revisiter des jeux que j'ai joués. Et là, il y a des fois des jeux que je parle, que je décide finalement de rejouer, de ressortir. C'est toujours le fun de se rappeler parce que oui, le culte de la nouveauté est toujours là. Les gens aiment ça avoir des nouveautés. Puis nous-mêmes, on véhicule beaucoup de choses. On a beaucoup de nouveautés. On veut toujours savoir qu'est-ce qui va sortir. À Gen Con, à SN, il y a plein de choses nouvelles qui sortent, mais des fois, ça fait du bien de revisiter différentes années pour pouvoir voir lesquels jeux il y avait. Donc, gênez-vous pas, mettez-nous dans les commentaires les jeux qui vous ont marqué. Donc, sinon, n'hésitez pas, faites un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est fait toujours un plaisir de pouvoir également discuter avec vous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, il faudrait que je me motive un peu parce que je pense que j'ai été un peu délicat avec Instagram dernièrement. Je vais essayer d'être plus rigoureux, mais on a un groupe Facebook. Gênez-vous pas de nous suivre, ça fait toujours plaisir. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!